Les banques centrales sont sur le point de répéter leur désastre de 2008 en augmentant les taux au pire moment et les fissures sont déjà là. Aujourd'hui, je décortique 3 urgences pour votre portefeuille. Le piège macro, pourquoi la Fed, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ignorent complètement une économie qui freine brusquement. Ensuite, la crise du crédit privé, je vous expliquerai pourquoi ça s'aggrave et pourquoi c'est plus dangereux que les subprimes de 2008. Et ensuite, on a eu plusieurs signaux sur le SP500 qui donnent vraiment des signes d'épuisement majeurs. Alors bien qu'un dernier rebond est tout à fait possible dans les conditions actuelles de marché, c'est souvent un piège juste avant la chute, alors ne vous faites pas avoir. Bon, alors c'est parti. Alors pourquoi ces banques centrales sont passées de potentiellement parler de faire des coupures, plusieurs même cette année, à nous parler de potentiellement faire des hausses de taux dès le prochain meeting à la fin du mois d'avril? En fait, c'est tout simple, c'est parce qu'ils repartent dans le même délire que 2008. Ils repartent dans le délire que, à cause d'un choc au niveau du pétrole et des attentes de l'inflation qui augmentent à court terme, ah, ça y est, le fantôme de l'inflation revient, il va falloir hausser les taux, alors qu'ils n'arrêtent pas de nous dire en temps normal qu'ils ne peuvent rien faire contre un choc. Parce qu'un choc, c'est un truc une fois. C'est pas comme l'inflation qui fait juste accélérer et empirer. En plus, un choc pétrolier, c'est un destructeur de demande, c'est un destructeur de pouvoir d'achat. Bref, ils n'ont rien compris. On va regarder ça rapidement dans des graphiques. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer les 4 étapes un peu par lesquelles ils sont passés. Donc d'abord, il y a la crise de l'énergie. Ensuite, on voit aussi qu'il y a beaucoup de ventes et de liquidations sur les marchés. Par exemple, le dollar est vendu en ce moment et les autres devises remontent un peu comme l'euro, le dollar canadien, le dollar, enfin, le pound anglais. Et on voit aussi que l'or, l'argent, etc., d'autres sont vendus ou liquidés pour pouvoir récolter de l'argent, etc. À cause de toute l'incertitude qu'il y a aussi en ce moment, on voit que les taux d'intérêt, les yields en anglais, augmentent beaucoup, particulièrement sur les obligations de long terme. D'ailleurs, c'est ça qui a probablement fait plier Trump par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers jours et au revirement de situation, etc. Parce que ça a atteint le même niveau que c'était en avril dernier, quand du jour au lendemain, il est arrivé en disant on va donner une pause de tarifs douaniers, etc. Et ensuite, justement, les banques centrales arrivent au fameux dilemme de oh, est-ce que, à cause du fait que les gens ont peur que l'inflation revienne, on devrait monter les taux? Mais à chaque fois, c'est le même problème et vous allez voir, donc ça, c'est le graphique du pétrole, en 2007-2008, hein. Je pourrais vous mettre celui d'aujourd'hui, mais ce serait la même chose et en fait, sauf qu'il est plus vertical évidemment et donc nous, aujourd'hui, on serait peut-être à peu près ici, donc après la grosse montée, on a eu, une descente un petit peu dans les derniers jours et donc on serait peut-être justement par ici et donc, c'est-à-dire, en 2008, pas loin de Lehman Brothers et alors, c'est exactement ça qui s'est passé la dernière fois. À cause de tout ça, les taux d'intérêt sur le 2 ans américain, qui est ici en bleu, avaient commencé à monter, vous voyez, au courant de 2008. Et donc, ils sont passés ici de 1,5 à quasiment 3%. Et donc, tout le monde disait, ah, il faut augmenter les taux d'intérêt. Les banques centrales faisaient de la pression même entre elles. Ici, vous pouvez voir la Banque centrale européenne qui, entre Bear Stearns et Lehman Brothers, a monté les taux et a demandé aussi à la Fed de le faire. Si vous voulez faire pause et que vous parlez l'anglais, vous pourrez le voir. C'est un transcript du 5 août 2008. Et donc, vraiment, on voit à quel point ils n'ont rien compris et ils refont exactement la même erreur. Le crédit privé maintenant, parce que c'est intéressant, ils n'ont pas mentionné le crédit privé dans la réunion de la Fed. Euh, c'est quelque chose quand même qui devient de plus en plus un problème, c'est que ça continue de s'empirer de semaine en semaine. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Alors je vais vous parler des nouveautés un petit peu. Alors là, on voit que récemment, BlackRock cherche des gens et particulièrement des retraités pour être leur exit liquidity, hein, pour aller chercher des gens qui veulent bien acheter en fait ce qui est pas achetable. Et donc ça, c'est vraiment dangereux parce que c'est des gens qui souvent sont pas renseignés, qui pensent que tout va bien, que ça va rapporter, etc. Et en fait, s'ils lisaient un peu plus ce qui se passe vraiment et qu'ils écoutaient des vidéos comme celle-ci, ils verraient en fait que on veut leur vendre le genre de fonds qui passe de 100% de sa valeur à 0% de sa valeur du jour au lendemain, parce que justement c'est complètement opaque, c'est complètement, les mauvais modèles sont utilisés et qu'il n'y a pas vraiment de régulation et que c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, on continue à avoir des nouvelles comme ça quasiment tous les jours. Ça, c'est un autre fonds qui est d'ailleurs dans les ventes pour tous ceux qui veulent acheter maintenant et payer plus tard, hein. Donc, ça vous montre à quel point c'est même ce genre de choses qui nous étaient présentées comme justement le miracle pour l'investissement parce que ça rapporte beaucoup et blablabla. Et ben voilà, des gens voulaient récupérer 100 dollars et l'entreprise leur a dit non, on peut juste vous redonner 11 dollars sur les 100 dollars que vous voulez. Donc, ça continue, c'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est intéressant aussi. On a le PDG ici de Apollo, qui est une entreprise justement dans le domaine
crédit privé et private equity. Et alors dans cet article, il nous disait que lui, il pense que toutes les valeurs de ces fonds sont mauvaises. Il dit que la plupart des fonds ont probablement une vraie valeur de seulement 20 à 40% de ce qui est dit. Et il dit, mais nous, on n'a pas de problème. Et alors, ce qui est drôle, c'est que juste avant que j'enregistre cette vidéo, j'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran, mais en gros, eux aussi, leurs fonds ont été obligés de limiter les retraits parce qu'il y avait beaucoup plus de retraits, plus du double de ce qu'ils pouvaient se permettre. Donc, eux aussi, ils vont peut-être avoir un gros problème de liquidité qui va peut-être se transformer en crise de solvabilité parce qu'ils seront obligés de vendre à perte des actifs ou de complètement arrêter de redonner l'argent. Enfin bref, ça va très mal, mais ça montre à quel point c'est drôle parce que ici, il parlait de l'arrogance dans les marchés de crédit privé. En fait, c'est l'arrogance de lui-même. Mais bon, voilà, passons. Alors, pour terminer sur le crédit privé, si vous parlez l'anglais, il y a une très bonne lettre ouverte qui a été envoyée à Besant par quelqu'un, un analyste qui a fait des recherches et qui explique bien un petit peu comment ça se passe dans le marché du crédit privé et il donne aussi 2-3 pistes de solutions, donc c'est pas juste quelqu'un qui critique et je trouvais que c'était assez bien fait. Je vais vous donner quelques éléments juste pour vous donner une petite idée. Alors, une des choses qu'il disait, c'est que le problème numéro un du marché du crédit privé, mais ça, dans d'autres domaines aussi, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à faire des bons investissements. Eux, ils sont juste là pour faire du deal. Alors, ils vont chercher un truc, ils l'achètent à quelqu'un, ils le revendent à l'autre, ils se prennent les commissions, ils se prennent les frais. D'ailleurs, les frais, là, quand on regarde le nombre de frais qui existent, c'est ridicule. Il y a des frais de gestion, des frais de consultation, des frais légaux, des frais... Enfin bref, je pense qu'il y a une dizaine de frais. Et c'est des centaines de milliards de dollars par année pour tout cet écosystème qui n'arrête pas de se goinfrer de frais sur des trucs qui ont même pas la valeur qu'on dit, mais c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, parce que les frais sont basés en pourcentage sur la valeur du fonds, ben, ils ont tout intérêt à dire le fonds vaut plus que ce qu'il vaut. Et donc c'est pour ça que c'est comme si c'était autorégulé et ça fait aucun sens d'avoir ça, mais bon bref. Et donc, contrairement à 2008, qui était un marché beaucoup plus gros, mais qui était transparent, ça, c'est un marché qui est complètement opaque. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des fonds où, une journée, on vous dit « Non, non, il vaut autant que quand vous l'avez acheté. » Et le lendemain « Ah, désolé, il vaut zéro. On ne pouvait pas le voir venir. » Là, c'est ce genre de choses qui arrivent quand on a cette situation-là. Et donc, bien que ce soit un marché beaucoup plus petit que l'immobilier aux États-Unis, à cause du fait que ça peut passer de 100% à 0% du jour au lendemain, je pense que ça a quand même le potentiel de créer beaucoup plus de panique que 2008 et de faire en sorte que les gens appuient sur le bouton panique pour tout vendre. Et si les gens vendent tout du jour au lendemain, qu'ils veulent tous récupérer leur argent, eh ben, ça pourrait potentiellement avoir un effet bien plus néfaste qu'a eu 2008 parce que une maison n'allait pas tomber à zéro du jour au lendemain. Ça allait quand même garder de la valeur. Donc bref, voilà, c'était un petit peu pour vous donner l'idée. Un dernier détail aussi. Officiellement, les taux de défaut de ces marchés, du crédit privé, etc., c'est 2%. En pratique, lui, il a fait les calculs et il dit que c'est environ autour de 6,4% parce que il y a toutes sortes de choses qui sont cachées et qui sont exclues des calculs, mais qui devraient l'être. Donc, on parle quand même de plus de 3 fois le taux qui est vraiment qui est dit, quoi. Alors maintenant, on arrive au graphique de la semaine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont partagé cette semaine. Et donc, j'ai voulu faire un petit peu plus de recherche pour mieux vous l'expliquer. Je sais que globalement, ce qu'on appelle les credit spread en anglais, là, les écarts de crédit entre en fait, ce qui est sans risque et ce qui est à risque, c'est un des trucs les plus surveillés par les gens qui s'y connaissent vraiment en bourse. Et donc, la plupart des gens ne sont pas inquiets tant qu'il n'y a pas ça qui arrive. Et donc là, vraiment, pour la première fois, on a vraiment des signes qui sont vraiment inquiétants. Alors dans ce graphique, vous pouvez voir en fait qu'à chaque fois qu'on a eu donc ces credit spreads qui étaient à un plus haut de 9 mois avec le SP500 qui est dans une fourchette de moins de 5% du plus haut, et ben en fait, on a eu soit un crash majeur, la crise de 2008, soit un bear market qui était quand même assez long et assez mauvais, ou un bear market comme celui de 2022-2023 qui a été, comme je l'ai mentionné plus tôt, vraiment dévastateur, particulièrement pour les obligations. C'était le pire depuis 100 ans pour les obligations. Et donc là, justement, on vient de réavoir ce signal. Alors, c'est très mauvais signe parce que il y a énormément de signaux négatifs, hein, je vous en parle depuis 6 mois, on dirait que c'est les uns après les autres, qui s'allument tous au rouge. Mais celui-là, je peux vous dire que il réveille certaines personnes qui, depuis 6 mois, disaient « Ah, ça va, je surveille, mais pas de panique ». Là, ils vont commencer à paniquer. Si vous voulez avoir aussi les chiffres rapidement, voilà, de ce qui s'est passé. Donc, on a eu quand même, en 2008, moins 57%, en 2015, moins 15%, mais quand même, hein, c'est pas rien quand quelqu'un est à la retraite et qu'il n'est pas sûr et qu'il est obligé de vendre parce qu'il préfère sécuriser 85% que potentiellement risquer de perdre plus. Ah, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et en 2022, il y a eu quand même moins 25%.
sauvé par le gong avec l'intelligence artificielle. Sans ça, il n'y avait pas vraiment de catalyste pour redémarrer la bourse. Et donc, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? On ne le saura pas. Ça vient de Michael Burry qui a sa newsletter et qui a fait des calculs pour voir un petit peu à quoi il s'attend en termes de crack pour le SP500. Et donc, si vous voulez faire pause, vous pourrez voir. Mais en gros, il s'attend que dans le meilleur des cas, ce sera moins 32%, dans le pire des cas, moins 77%, pour toutes sortes de raisons par rapport au PE et à la baisse dans le passé, etc. Il a regardé jusqu'en 1921, donc il y a quand même pas mal d'historique. Il y a toujours des choses différentes avant, il y a des choses pires et des choses mieux. C'est difficile d'avoir quelque chose de parfait, mais globalement, je pense que ça me semble assez raisonnable quand on regarde tous les éléments, en fait, et pas juste un élément isolé. Un autre élément intéressant, il a posté ça aujourd'hui ou hier, et en disant le light out, on éteint la lumière. C'est quelque chose qu'il avait posté aussi apparemment juste avant le crack de 2020, en mars 2020. Alors voilà, on verra bien ce qui se passe. Je sais que dans le passé, il avait aussi dit à un moment donné sell, hein, pour dire aux gens de vendre. C'était un peu trop tôt. En fait, c'était au moment où l'intelligence artificielle a sauvé la bourse. S'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle qui était sortie à ce moment-là avec ChatGPT, je pense qu'il aurait eu raison et qu'on aurait eu vraiment la partie accélération du crack. Mais bon, ça a été potentiellement remis à 3-4 ans plus tard et avec potentiellement plus de dommages parce que plus on remet ça à plus tard, comme les feux de forêt qu'on empêche les petits feux de forêt qu'on empêche, ben, quand il y a le gros feu de forêt, évidemment, ça fait plus de dommages. Maintenant, on va regarder la bourse rapidement. Alors ici, vous avez le graphique du SP500 et ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est que on a la ligne ici en violet qui est la moyenne mobile de 200 jours. Et c'est une moyenne qui est très importante parce que la plupart des gens, en fait, pour eux, s'ils regardent juste une moyenne, c'est celle-là qui va leur dire, sinon dans un marché haussier ou un marché baissier, il y a beaucoup de gens qui vendent quand on a une clôture idéalement confirmée en dessous de cette moyenne mobile. Et puis, il y a même toutes sortes d'algorithmes automatiques qui vont vendre aussi en fonction de ça. Et donc, ça peut accélérer la chute. C'est pour ça que souvent, la chute, au début, ça commence doucement. Des fois, on a un petit rebond, d'ailleurs, je vais en parler. Et par la suite, on a vraiment la grosse chute qui arrive souvent par la suite en deuxième mouvement, ou en troisième si on veut compter 1, 2, 3. Donc, voilà pour ça. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait un petit zoom. On arrive quand même, on a eu la première journée la semaine dernière, jeudi, où pour la première fois, on a ouvert sous la moyenne de mobile 200. Pendant la journée, on est monté. Malheureusement, on est redescendu. Et donc, il y a eu une clôture quand même juste en dessous de la moyenne de 100 jours. Donc ça, quand même, c'était pas bon signe. Le vendredi, bon, bah, on s'y attendait un petit peu, hein, surtout avant le week-end, parce que depuis que Trump est président, on voit beaucoup de choses qui arrivent le week-end. Donc, il y a de plus en plus de gens, en fait, qui veulent réduire le risque pour le week-end. Et donc, ils vont vendre beaucoup le vendredi pour potentiellement acheter lundi. Ça coûte moins cher des fois que de devoir acheter des assurances, etc. Et donc, on a vu vraiment cette catastrophe le vendredi. Et aujourd'hui, lundi, à l'ouverture, bon, on a eu les histoires de tweets avec les nouvelles de oui, il y a une entente, enfin, on est en négociation finalement. L'autre qui dit non, on négocie pas. Bon, bref. On sait très bien qu'il n'y a pas moyen de savoir exactement ce qui se passe, mais c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de FOMO à l'ouverture. D'ailleurs, c'est monté au-dessus de la moyenne de 100 jours. Je voyais plein de gens qui disaient ça y est, le marché repart. C'était la FOMO complète. Je voyais les volumes et mes indicateurs qui me disaient que les gens achetaient comme des fous là, en pensant que ça y est, c'est reparti, c'est le plus bas, j'ai attrapé le plus bas, je suis intelligent, blablabla. Et voilà. Et c'est la fin de la journée, le piège que j'avais vu s'est réalisé et ça a refermé encore, donc pour la troisième journée consécutive, sous la moyenne de 100 jours. C'est vraiment pas bon signe, hein, pour la plupart des gens. Trois fermetures en dessous, c'est pas mal le niveau où ils vont commencer à vendre. Comme je vous disais, c'est tout à fait possible quand même qu'on ait un petit rebond, surtout s'il y a une grosse nouvelle, que d'un coup, le Hormuz est réouvert, etc. Mais globalement, je ne pense pas que ça va durer et que justement, si on a un rebond, non, ok. Si on a un rebond, je pense que ça pourrait monter jusqu'au 6,70, peut-être 6,80. On parle de l'ETF SPY pour le SP500, mais qu'après, justement, ça risque d'être la grosse partie de la chute qui nous amènera à un des niveaux dont je vous avais parlé dans les autres vidéos. Donc voilà pour ça, je voulais vous parler de ça. Et d'ailleurs, ici, vous pourrez faire pause, hein, parce que ce serait trop long de passer à travers tout. Mais en gros, c'est pour vous montrer vraiment quand on a eu cette cassure de la moyenne de 200 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on voit que on parle quand même de 2000, de 2008, de 2018, de 2022. Il y a eu suivi des fois où c'était comme un petit peu entre les deux. Mais regardez là-dedans, on a quand même mars-avril 2025 avec les tarifs de Trump.
et on avait seulement 4 critères qui s'étaient déclenchés sur un maximum de 6. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où il y en a 2 ou 3 critères, et ben, c'est là que ça commence à devenir dangereux. D'ailleurs, regardez en 2020 où on a eu un gros crack, on avait eu seulement 2 et en ce moment, on en a juste 2 aussi qui ont été, déclenchés sur les 6 potentiels. Alors c'est pour ça que je vous disais, on est quand même dans un environnement où le risque reste très élevé. Ça, c'est pour vous montrer, les la moyenne de ce qui se passe. Alors des fois c'est positif, des fois c'est négatif, mais globalement, on regarde qu'à 12 mois, en moyenne, on est encore en négatif et que c'est seulement entre 12 et 24 mois qu'on passera en positif. Donc c'est pour ça que si on a un crack, ça pourrait potentiellement durer, mettons, 12 à 24 mois, avant de retrouver, potentiellement, les niveaux qu'on avait avant le crack. Donc voilà, il n'y a rien de parfait là-dedans, mais ça peut vous donner quand même une petite idée à quel point cette moyenne mobile de 100 jours est importante. Ça, c'était pour les fois où il y avait eu des fausses alertes un petit peu. Le DXY, donc c'est l'indice que je suis pour regarder un peu la force du dollar par rapport à l'euro, dollar canadien, au yen, etc. Et la dernière fois que je vous en avais parlé, en fait, on était justement ici, là où il y a les 2 flèches qui partent, et j'avais dit, ben, on est à un niveau critique de décision, donc soit on va partir vers le haut et ça va être une cassure, et là, on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. D'ailleurs, avec la géopolitique, on se serait attendu à ce que ça monte. Étrangement, dans les 2 dernières semaines, en fait, bah, ça a redescendu, et donc bah, c'est les autres devises qui se sont renforcées. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en coulisses, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe, mais voilà, c'est quand même étonnant de voir que dans les 2 dernières semaines, alors qu'on s'attendrait à ce que l'or, l'argent, le dollar montent, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe qu'on n'a pas encore compris, mais bref, donc pour l'instant, ça de retour dans la boîte. Alors maintenant, je voulais vous montrer quelques graphiques rapidement, parce que je vois sur les médias sociaux beaucoup de gens qui partagent des graphiques en disant: «Regardez, il y a des indicateurs qui nous montrent qu'on est probablement à un plus bas, alors achetez, buy the dip, et cetera, achetez le creux». Et en fait, j'ai plusieurs graphiques qui vous montrent que bien qu'il y a certains critères qui vont dans ce sens-là, on en est très loin de ce qu'on voit à un plus bas. Et regardez ici, c'est le pourcentage des actions qui sont survendues. Donc avec un RSI qui est plus bas que 30, pour ceux qui savent ce que c'est un indicateur de momentum. Et vous voyez bien qu'on a eu une augmentation quand même assez rapide. On est très loin de ce qu'on a vu ici l'année dernière en avril. On est très loin de ce qu'on a vu ici au plus bas du marché baissier de 2022. Et on est quand même assez loin des autres pics qu'on a vus ici qui montaient bien plus, genre près de 30, alors qu'ici on est en dessous de 20. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de quoi non plus se dire ça y est, c'est le plus bas. Mais c'est peut-être un indicateur justement qu'on va avoir aussi ce petit rebond, particulièrement avec la technologie, qui elle, pour le coup, est beaucoup plus survendue que le marché global. Ça, c'est un autre indicateur qui vous montre aussi que les autres fois où on était à ce niveau-là d'allocation de cash, eh ben, c'était quand même juste avant des grosses baisses, voire le crack de 2020 ou le top du marché en 2021 avant le marché baissier de 2022. Donc voilà, c'est pour 5-6 graphiques que quelqu'un peut vous montrer que c'est un bon moment d'acheter. Moi, j'en ai peut-être 50 qui vous montrent que c'est pas le bon moment. Alors évidemment, il y a pas d'indicateur parfait, mais quand même, il y a beaucoup plus de signaux négatifs que positifs. Et c'est pour ça que je vous dis que en ce moment, le risque, de mon point de vue, n'en vaut pas la chandelle. Parce que voilà, on peut risquer gros pour pas grand-chose de gain. En tout cas, je pense pas qu'on verra un plus haut sur le SP500 très bientôt. Alors maintenant, on va parler rapidement de l'or, de l'argent, de Bitcoin. Donc je vais vous faire un petit suivi parce que depuis le gros crack ici, pour lequel je vous avais prévenu, par la suite, je vous ai fait des mises à jour et je vous ai dit globalement qu'on allait rester dans la zone entre le plus haut et le plus bas. Alors, l'or avait bien remonté, avait fait un beau rebond. Malheureusement, il nous avait fait un mouvement ici que j'avais partagé à mes clients comme justement étant un fake out. On est sorti du triangle et on n'a pas confirmé. Et juste après, ça c'est tombé et ça n'a jamais remonté. Et donc, je m'attendais à une baisse, peut-être pas aussi violente que ce qu'on a vu ici. Je pense qu'il y a des choses qui se passent en coulisses avec l'or, parce que comme vous savez, c'est pas normal qu'en temps actuel d'incertitude géopolitique, l'or baisse comme ça, donc il y a clairement quelque chose qui se passe. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'encore une fois, cette moyenne mobile de 100 jours a été le point de chute et de rebond. Non seulement ça, mais vous voyez ici, j'ai zoomé un petit peu, regardez à quel point ça rebondit pour en fait clôturer proche de là où il y a eu l'ouverture et au-dessus de cette ligne orange que j'avais mis comme un gros support, autour des 4400 ici, vous voyez, c'est une ligne qui avait bien tenu ici, etc. Donc bien que techniquement, c'est allé toucher les 4100, moi je considère quand même que le niveau des 4400 semble avoir bien tenu
aujourd'hui. Alors on verra comment ça va demain. Mais bien que dans le pire scénario, je vous ai dit, ça pourrait retomber dans les 3400, 3500. Je pense quand même qu'il y a des bonnes chances que ça reste au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours et que j'ai regardé dans le passé, en général, c'était un bon moment quand l'or, quand on l'achetait sur la moyenne de 200 jours. Donc il n'y a pas de garantie, mais voilà. Les probabilités nous montrent que c'est intéressant et donc je commence à considérer re-rentrer sur l'or. Donc je vous avais dit que je vous préviendrai quand ce sera le cas. Donc voilà, je vais surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours parce que évidemment si la bourse s'effondre, ça va peut-être tomber un peu plus bas. Mais voilà, c'était ce genre de choses que j'attendais quand on était ici et que les gens disaient quand est-ce que tu vas racheter, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer, ça a l'air de repartir vers le haut. Moi je disais j'attendais que les touristes partent. Bon bah là je pense que la majorité des touristes sont partis. D'ailleurs j'aurai d'autres graphiques à vous montrer à ce sujet. Alors on a un petit peu la même chose pour l'argent. Le mouvement vers le bas était un peu plus serein que pour l'or, hein. Vous voyez, c'est même pas aller toucher la moyenne de 100 jours qui est autour de 57 dollars l'once en ce moment. Alors potentiellement, ça pourrait venir justement sur cette ligne blanche de tendance depuis avril 2025 ou sur la moyenne de 200 jours. Dans le pire des cas, autour de 50, 53 ici. Mais voilà, globalement, c'est pas si mal pour l'argent. Là, je vous ai mis un zoom qui vous montre aussi à quel point on a eu cette grosse baisse, hein. On a commencé la journée autour de 71. Je veux dire, au plus haut de la journée, on était à 71. On est descendu aussi bas que 61. Et on a quand même refini la journée au-dessus de la ligne jaune ici. Alors, c'est quand même intéressant de voir que on a eu ce rebond, qui d'ailleurs, aussi le plus bas de la journée, est sur le niveau Fibonacci que j'avais partagé avec mes clients. Donc, voilà. Pour l'or, alors ça c'était pour vous montrer un petit peu à quel point, quand je disais les touristes sont partis, bon bah ça c'est le sentiment des investisseurs par rapport à l'or. Et donc vous voyez qu'il est vraiment dans le plancher, hein. C'est bon, c'est pas un graphique qui remonte très loin dans le temps, mais quand même on voit que la majorité du temps on est entre 60 et 80, et là ça revient taper les 20. Alors c'est quand même intéressant de voir que quand on met tous les éléments ensemble, et l'analyse technique, et les sentiments, et les volumes, etc., ben, on voit que c'est pour ça que je trouve que ça recommence à devenir intéressant d'entrer sur l'or versus dans les semaines qui ont suivi le crack. Ça, c'est un des ETF sur l'or qui est connu, le IAU. Et vous voyez à quel point sur ce graphique qui remonte, on ne voit pas la date de début, mais il me semble que c'est 2004, c'est quand même exceptionnel d'avoir une baisse, les gens qui vendent cet ETF. Et malgré ça, on s'attendrait à une baisse beaucoup plus grande. Regardez, la baisse n'est pas si mal que ça. Donc voilà, l'ETF GLD qui est connu aussi a connu une baisse pas aussi grande. Mais voilà, donc globalement, ça devient beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que c'est important d'être patient et de ne pas se jeter dessus juste après un crack. Parce que quand je disais qu'il y avait des dommages techniques, ben voilà, ils sont en train de se réparer. Ça ne veut pas dire que ça va repartir tout de suite. Ça peut prendre encore quelques semaines, potentiellement un mois ou deux au pire, mais je pense vraiment que ça va repartir parce que les fondamentaux n'ont pas changé. Et aussi les mineurs d'or qui sont intéressants. Donc vous voyez aussi énorme retrait des mineurs d'or. Tout le monde s'était jeté dans les mineurs d'or juste après que l'or et l'argent soient montés parce que les mineurs normalement rapportent plus. Et c'est pour ça qu'on avait eu ce double top ici. J'avais prévenu un peu mes clients que ça risquait d'arriver. Et donc voilà, maintenant ça va potentiellement être plus intéressant si évidemment le marché ne baisse pas, parce que comme je vous l'ai dit, les mineurs d'or sont beaucoup plus susceptibles à un crack que les matières premières elles-mêmes, parce que quand les gens voient les marchés boursiers s'effondrer, eh ben, les actions de mines vont plus s'effondrer que les matières premières. Et par rapport au sentiment, bah, voilà pour l'argent aussi, alors bien que ce ne soit pas aussi bas que l'or, vous voyez que globalement aussi on est sur des sentiments où je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui sont dedans, à moins qu'ils aient vraiment des convictions sur l'argent. Alors aussi, je voulais vous montrer ce graphique où on voit 3 choses intéressantes par rapport à ce qui s'est passé à 2008, mais que je vous dis aussi, qui peut se passer n'importe quand. C'est que quand on a une grosse baisse sur le SP500, et ben souvent, on voit aussi une grosse baisse sur l'or, sur l'argent, et en même temps, on voit le dollar qui monte. D'ailleurs, vous voyez pourquoi je disais que c'est suspect de voir un petit peu que dans les dernières semaines, on a et l'or et le dollar qui s'effondrent, parce que d'habitude, bah, ils sont pas corrélés du tout. Mais bon, alors voilà, si on avait une crise normale, on aurait le SP500 qui baisse, on aurait l'or qui baisse parce que les gens vendent pour avoir des liquidités, et on aurait le dollar qui monte et qui donc accélère évidemment la baisse de l'or, ou enfin de tout ce qui est en dollars en fait. Alors maintenant, le Bitcoin rapidement. Donc ça, vous avez le graphique long terme ici, avec une bougie égale une semaine. Et donc on a cette boîte un petit peu de en fait, de plus bas que je pense que voilà, je pense pas qu'on va aller beaucoup plus bas que 60. On pourrait avoir une mèche un peu comme sur l'or ou sur l'argent qui vient toucher peut-être,
dans le pire des cas, le 50 000, hein, qui était un niveau important, parce que c'est là que les ETF ont commencé. Donc pour ceux qui ont acheté les ETF quand c'est sorti aux États-Unis, ce serait leur point d'entrée. Mais globalement, je pense qu'on est quand même dans une bonne boîte pour une base, pour repartir sur un mouvement haussier qui nous amènerait à la ligne jaune en haut, aux environs des 130 000, dépendamment de quand ça arrive, évidemment. Et puis ici, je vous ai mis à plus court terme, donc avec des bougies de 4 heures. On voit qu'on est vraiment dans cette chaîne parallèle qui nous indique que si le mouvement continue, ben, on arrivera probablement autour des 80 000 ici, qui est le top de la boîte aussi, et qui est donc un mouvement, un niveau potentiel de résistance. Évidemment, quand on a un mouvement comme ça, en général, c'est pas haussier, parce qu'on a quelque chose qui a un drapeau à l'envers, donc on a le mât, le drapeau comme ça, et donc souvent ça va descendre comme ça par la suite. Mais bon, on pourrait le voir aussi comme quelque chose de plus plat, qui serait comme une base, puisqu'on a quand même eu nos trois impulsions ici de mouvement baissier, ou deux, dépendamment comment on les compte. Mais bref, le mouvement a l'air complet, en tout cas, selon moi. Donc voilà, c'est pour ça que je continue d'être haussier depuis que je vous ai dit justement il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est le meilleur actif dans les actifs principaux depuis les dernières semaines, depuis que la situation a commencé en Iran. Alors, ce graphique, je voulais vous le montrer pour ceux qui pensent qu'ils sont bien diversifiés dans le SP500, parce que en fait, on voit vraiment qu'il y a eu une évolution dans les années. Donc, si en 2006, vous aviez le SP500, bah, c'était beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui, où vous avez 46%, donc quasiment la moitié, qui sont par rapport au Mag 7. Et donc, c'est vraiment de la croissance pure en technologie. Et donc, oui, ça peut vous amener plus de croissance, mais ça peut aussi beaucoup plus tomber. Et donc, les gens se disent, j'ai 500 entreprises américaines, je suis diversifié. Si on a 50% qui dépendent de cette entreprise, peut-être pas vraiment. Une autre chose qu'on m'a mentionné dans les dernières semaines, c'est oh, est-ce que c'est intéressant d'investir dans les actions hors US? Et j'avais dit que je pense que c'est un peu risqué par rapport à l'aspect géopolitique en fait, parce que il y a beaucoup de pays qui sont très susceptibles justement qu'il y ait des choses comme ce qui se passe en ce moment. Et donc c'est pour ça qu'on voit entre autres que les gens qui ont investi là-dedans, on voyait, ce graphique remonte quand même à 2018, énormément d'achats depuis début 2026. Regardez à quel point c'est vertical, 4 fois plus d'achats que la norme. Et on voit que c'est descendu quasiment aussi vite que c'est remonté. Donc tout le mouvement ici a été annulé, entre guillemets, parce que les gens ont réalisé qu'il y a pas mal de pays émergents en fait, qui sont vraiment pénalisés par ce qui se passe en ce moment, particulièrement les matières premières. Et on le voit notamment avec l'Inde ici, l'ETF INDA, où on voit que bah, les flots ont été négatifs dans les dernières semaines et qu'il y a eu cette grosse chute de cet ETF. Taïwan, les flots sont encore pires. Alors on voit que c'est un record de flots négatifs. Alors ça n'a pas autant baissé pour l'ETF, mais quand même ça vous montre à quel point justement ces pays-là qui semblaient plus intéressants à la fin de l'année dernière parce que les gens se disaient le marché US a l'air d'aller nulle part, le dollar US perd de la valeur, donc je perds des deux côtés. Et ben finalement ça s'est potentiellement retourné un peu contre eux. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Les gens me demandent souvent dans les commentaires qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, je ne peux pas donner des conseils financiers. La seule chose que je peux vous dire, c'est que personnellement, moi, je ne crois pas au portefeuille 60-40. Je pense qu'il est mort depuis 2022. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé dans ma masterclass, j'en ai parlé dans des podcasts. Mais globalement, je suis content de voir que je suis plus le seul à en parler et que même des grands fonds maintenant commencent à dire que alors, ils disent pas d'éliminer les obligations, hein, mais par contre, ils disent de les couper en deux. Alors, par exemple, ceux qui ont 60% d'actions, 40% d'obligations, il y a de plus en plus de fonds qui disent gardez seulement 20% d'obligations et le 20% qui reste, vous pouvez le mettre dans l'or, dans Bitcoin, dans des matières premières, de l'essence, du blé, de je sais pas quoi. Donc, il commence à y avoir quand même ce message-là que les obligations ne sont plus cet élément magique qui protégeait en montant quand les actions baissaient, parce qu'on a vu vraiment depuis 2022 la corrélation, elle est quasiment à 1. Donc quand les actions baissent, les obligations baissent, et donc vous n'avez aucune protection, et donc vous prenez plus de risques pour très peu de gains. Donc évidemment, à vous de voir ce que vous voulez faire pour vous-même. C'est pas du tout un conseil parce que je connais pas votre situation. Mais voilà, je pensais intéressant de vous parler de cette approche qui est un peu plus sur 3 piliers que sur 2 piliers. Et notamment parce que les actions, ben, c'est bien pour les périodes où on a de la croissance désinflationniste, la majorité du temps.
ici, le cash equivalent, moi, c'est ce qui remplace les obligations. C'est des obligations de court terme, par exemple, du Trésor américain, donc sur 3 mois, sur 6 mois. Comme ça, on est sûr de récupérer son principal et ses intérêts. Quand je dis on est sûr, c'est parce que si on ne récupère pas, c'est qu'il y a vraiment une troisième guerre mondiale très active. Mais bref, c'est le genre de choses qui marche bien quand on a des périodes justement de contraction ou de crack désinflationniste. Et enfin, pour les périodes qu'on n'a pas vraiment vues depuis 40 ans, mais qui risquent de revenir à la charge, eh ben, c'est les périodes d'inflation ou de stagflation. D'ailleurs, les banques centrales refusent encore de dire qu'on s'en va vers la stagflation, mais moi je suis sûr qu'on s'en va vers ça, et pas juste quelques années, probablement des décennies. Donc bref, c'est le genre de choses qui risquent de mieux fonctionner selon moi. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, et à la prochaine.